Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Nous sommes en 2124. Cela fait près de 40 ans que la France n'a pas connu de gelée. Les pics à 50 degrés durant l'été sont nombreux et les vignes du sud-ouest ont même été remplacées par des pistachiers. Côté technologie, la réalité augmentée fait largement partie du quotidien, même plus besoin de tenir un téléphone dans sa main. Bref, le monde a bien changé. Et pourtant, certaines choses sont toujours là. Par exemple, en ce mois de juillet 2124, Paris accueille à nouveau les Jeux Olympiques, 100 ans exactement après l'édition de 2024. Mais la compétition est très différente. Désormais, ce ne sont pas les athlètes les mieux entraînés qui l'emportent, mais ceux qui savent le mieux tirer parti de la science. Exit les coachs sur le bord du terrain, les sportifs sont entourés de médecins et de chercheurs. Sur la liste des participants, certains s'injectent de l'ADN de guépard pour courir plus vite, d'autres ont procédé à des modifications corporelles pour respirer sous l'eau et il n'est pas rare de croiser des bras robotiques. Chaque pays y va de son invention, mais évidemment, tous n'ont pas les mêmes moyens. La course se joue désormais dans les laboratoires. Cette compétition entre athlètes augmentés n'existe pas encore, fort heureusement, mais c'est bien connu, de nombreux sportifs améliorent aujourd'hui leur performance grâce à la science. Paris, en 2024, prend la menace très au sérieux. On vous explique tout dans cet épisode de La Loupe. C'est promis, aucun produit dopant ne sera utilisé durant cet épisode. Le journaliste qui a mené l'enquête autour du dopage, c'est Yoann Blavinia, rédacteur en chef adjoint à l'Express. Bonjour Yoann. Bonjour Charlotte. Les méthodes pour booster ces performances dont j'ai parlé en introduction n'existent pas encore, mais tu as découvert que le dopage génétique, c'était déjà une réalité, Yoann. Oui, alors déjà une petite définition s'impose. Le dopage génétique, c'est l'utilisation non thérapeutique de la thérapie génique. En gros, on modifie son patrimoine génétique afin d'améliorer ses performances en stimulant la production endogène, c'est-à-dire dans l'organisme, d'une substance interdite, comme l'hormone de croissance ou l'EPO, par exemple. Des séquences seraient directement injectées dans certains tissus, voire dans certains muscles, où elles entraîneraient la production de protéines voulues. En fait, on prend une découverte scientifique qui est au départ élaborée pour soigner le plus grand nombre, et on le détourne et on l'applique pour augmenter ses performances sportives. C'est souvent le cas pour le dopage. L'objectif du dopage génétique, en fait, c'est le même que pour le dopage classique. C'est l'augmentation de la masse musculaire, c'est une augmentation de l'endurance respiratoire durant les phases d'entraînement afin d'en profiter lors des compétitions pour arriver le premier. Tu évoques des découvertes scientifiques détournées. Tu as des exemples ? Oui, et ils sont connus. Vous en avez déjà parlé dans La Loupe. Il y a par exemple le fameux ARN messager. On a tous découvert ça avec le Covid-19, mais avec tous les épisodes que vous avez faits sur le sujet, j'imagine bien que vous avez une petite définition de côté. Tout à fait, je vais ouvrir notre armoire à définition. Celle-ci va être facile à trouver. L'ARN est juste là. Nos gènes contiennent le code qui permet de fabriquer et de faire fonctionner notre organisme. Pour que tout ça fonctionne, nos gènes envoient à nos cellules un petit message qui s'appelle l'ARN, qui est utilisé par les cellules pour fabriquer les protéines dont notre organisme a besoin. Grâce à l'ARN, on peut en théorie injecter le codage pour l'EPO ou l'hormone de croissance, par exemple, directement dans un muscle. Alors, techniquement, c'est pas l'EPO qui a été injecté, mais l'ARN de l'EPO, donc son code génétique. Tu as un autre exemple de méthode de dopage génétique ? Oui, alors cette fois, je te propose de sortir une définition moins connue, celle de CRISPR-Cas9. Ah oui, je me souviens de cette découverte, elle est française et on l'avait évoquée dans un épisode sur la génétique de notre ancêtre Néandertal. La voilà. C'est un système simple, rapide, efficace pour couper l'ADN à un endroit précis du génome dans n'importe quelle cellule. Il est constitué d'un ARN guide qui cible une séquence d'ADN particulière associée à l'enzyme Cas9 qui en fait coupe l'ADN un peu comme une paire de ciseaux moléculaires. Et dans ce cas, comment les sportifs l'utilisent ? Les ciseaux génétiques, c'est une grande avancée médicale. Pour une maladie, on coupe l'ADN là où se trouve la pathologie. Par exemple, pour la drépanocytose, une maladie génétique qui touche les globules rouges. Et on se rend compte là que dans le cas du dopage, on pourrait modifier les cellules, favoriser la circulation de l'oxygène dans le sang et donc favoriser les performances. Couplé à l'ARN messager, ça pourrait faire des ravages et faire tomber tous les records. Les technologies existent donc, mais est-ce qu'elles sont utilisées par les sportifs ? Pas vraiment, en tout cas pas à notre connaissance. Il n'y a jamais eu de cas détecté pour le moment.
Puis on en reste pour une grande partie, selon les scientifiques que j'ai interrogés, à des modèles animaux. Toutefois, certains disent quand même qu'on a déjà franchi la barrière théorique et que ça pourrait arriver très prochainement. En revanche, l'Agence mondiale antidopage a identifié vraiment cette menace depuis bien longtemps. Ils se sont préoccupés dès 2002 de cette menace et ça a été inclus dans la liste des substances et méthodes interdites. Alors, depuis les JO de Tokyo en 2021, l'International Testing Agency, qui supervise la lutte contre le dopage aux JO, l'a même intégré dans ses analyses. Alors, il y a eu quelques suspicions, certaines alertes ont été déclenchées, notamment aux JO d'hiver de Pékin en 2022, mais rien de concluant à ce stade. Justement, Johan, comment est-ce qu'on peut voir si un sportif a eu recours au dopage génétique ? Dans ce cas-là, c'est assez compliqué en fait. Les tests sanguins ou urinaires qui sont mis en place aujourd'hui pour le dopage classique, ils suffisent pas. Pour le détecter, il faudrait une biopsie musculaire, ce qui coûte très cher et qui est très compliqué à faire parce que quand même on s'attaque à des sportifs de haut niveau, donc compliqué de leur prélever un morceau de muscle. Ou alors via des tests PCR, comme pour détecter le Covid par exemple. Et puis il faut dire aussi que l'ARN injecté dans les vaccins anti-Covid par exemple, ça se dégrade très rapidement en fait, en quelques jours seulement. Donc si on fait d'abord un test classique urinaire sanguin qui s'avère négatif, mais on a quand même un soupçon, on fait un test PCR, on arrive trop tard, on ne peut pas le détecter. C'est ça la limite en fait de toutes ces recherches autour des tests. Mais attention, parce que si le dopage génétique semble pour le moment à l'abri des radars, la réglementation antidopage permet de conserver les échantillons prélevés pendant 10 ans. Donc, en gros, si un athlète testé en 2024 a eu recours au dopage génétique, on pourrait ne pas le savoir aujourd'hui, mais dans 10 ans, en 2034. Bon, on devrait quand même rester encore quelques années à l'abri de compétitions remplies d'athlètes génétiquement modifiés. C'est vrai, mais attention, ça ne veut pas dire que le sport n'est plus menacé par le dopage. Les substances plus classiques, elles sont toujours là et massivement. Johan, je te propose à ton tour d'enregistrer une définition qu'on pourra ranger dans notre armoire et réutiliser. J'aurai besoin de celle du dopage. Alors oui, je vais essayer de le faire bien. Le dopage, c'est défini selon les textes comme la prise d'une ou plusieurs substances inscrites dans la liste des produits interdits. Alors 3 critères sont nécessaires pour y figurer. Numéro 1, que ces substances soient dangereuses pour la santé. Numéro 2, qu'elles améliorent les performances. Et numéro 3, qu'elles soient contraires à l'esprit du sport. En revanche, remplir seulement 2 de ces 3 critères est suffisant pour figurer sur la liste des produits dopants. Alors, au milieu des agents anabolisants ou des hormones de croissance, figurent aussi des médicaments dont l'usage peut être détourné, comme l'ibuprofène par exemple, qui en fait partie. En septembre dernier, l'AMA a même rajouté le tramadol. Merci Johan, je la mets de côté sur l'étagère JO de Paris, ça nous servira peut-être. Quand on parle de dopage, on pense souvent au cas du cycliste Lance Armstrong. Les aveux de Lance Armstrong à la télévision ont laissé un goût amer à ses détracteurs. Tous réclament aujourd'hui qu'il en dise beaucoup plus sur ces années de dopage. Oui ou non? Avez-vous utilisé des produits dopants durant votre carrière cycliste? Oui. Et Lance Armstrong d'avouer la prise d'EPO, de testostérone et la pratique de transfusion sanguine. Johan, des années après ce scandale, on en est où aujourd'hui ? En fait, le dopage moderne, il n'a pas tant changé que ça par rapport à l'époque d'Armstrong. Les substances sont sensiblement les mêmes. On utilise toujours de l'EPO, toujours des hormones de croissance. Seulement, les doses administrées ont été globalement réduites et plus ciblées, encore plus scientifiques en fait. A priori, c'est fini le fait de s'injecter des substances dopantes dans la salle de bain ou de transfuser son sang. Et la pratique, est-ce qu'elle reste importante ? Assez oui. Depuis 10 ans, on a 27 000 athlètes qui ont été testés positifs. Si je vous le fais en jour, ça fait 7,5 toutes les 24 heures. Et encore, c'est sous-estimé. On est à environ 1% de prélèvements qui reviennent positifs. Selon les chercheurs que j'ai eu au téléphone, les estimations disent plus qu'on est entre 10 et 30% qui ont eu recours à des produits dopants à un moment ou l'autre de leur carrière. Par exemple, lors des JO de Pékin en 2022, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais la patineuse russe Kamila Valieva a été contrôlée positive alors qu'elle était très suivie par les agences antidopage. Le footballeur Paul Pogba, plus récemment, a été suspendu 4 ans après avoir été testé positif à la testostérone. Tu dis que le dopage est devenu plus ciblé. Dans ce cas, comment les autorités le détectent désormais ? En fait, on le détecte toujours avec des tests d'urine et de sang. Ça n'a pas vraiment changé depuis une vingtaine d'années. Mais maintenant, on y ajoute aussi une autre méthode depuis 2021 et les JO de Tokyo. C'est la goutte de sang séchée. C'est utile car ça fige le sang en fait à un instant T. Le sang n'a pas le temps d'évoluer et donc on détecte vraiment au moment du test ce qu'il y avait dans le sang. Il y a aussi le recours au passeport biologique qui fête cette année ses 15 ans. Ça permet de voir en fait la moindre fluctuation dans la performance d'un athlète.
La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'autres produits qui arrivent régulièrement sur le marché. Et lesquels ? Il y a des produits en développement dans les laboratoires, les médicaments de demain, qui seront en fait les produits dopants d'après-demain. Ce sont les opioïdes de synthèse, par exemple, ou les cannabinoïdes. Plus de 1000 ont déjà été identifiés et peuvent du jour au lendemain entrer dans le champ du dopage. Que peuvent faire les instances sportives face à tous ces produits ? L'Agence mondiale antidopage, dont j'ai eu le directeur général au téléphone, me dit qu'ils essayent de collaborer avec cette industrie en développant des accords avec plusieurs groupes pharmaceutiques et de biotechnologie. L'idée, c'est d'avoir toujours un temps d'avance, s'ils peuvent l'avoir, en gros, de pouvoir séquencer ces nouveaux médicaments afin de pouvoir les tester le plus rapidement possible. L'idée, c'est vraiment de réduire le laps de temps entre la sortie d'un médicament, son potentiel usage pour le dopage et le test qui serait réalisé, qui serait potentiellement positif. Et ces partenariats, est-ce que ça marche ? En réalité, le portrait, il n'est pas si joli que ça. Il y a peu de partenariats et en plus, beaucoup de boîtes pharmaceutiques ont fait machine arrière depuis quelques années. Ils ont été très coopérants pendant la période du Covid. Et depuis, ça se fait de moins en moins. Il y en a même certains, selon mes informations, certains accords qui ont été annulés. D'autant qu'en face, les instances antidopage, j'imagine qu'elles ne font pas vraiment le poids. Pas vraiment, non. Quand on compare le budget de l'Agence mondiale antidopage, qui est de 54 millions de dollars en 2023, ça pèse rien face au budget de l'industrie pharmaceutique. Ça pèse rien non plus, d'ailleurs, face à certains gros sponsors de plusieurs sportifs, ou même face au budget de l'État russe, qui, on le sait, a mené une vraie politique industrielle de dopage. Même si il faut y ajouter à ce budget de 54 millions de dollars celui des agences nationales, ça représente vraiment pas grand-chose, quoi. On comprend donc très bien les défis des instances sportives face au dopage. Les Jeux de Paris cet été n'y échapperont pas et le comité olympique se prépare déjà pour une course contre la triche. Charlotte, est-ce que tu te souviens des Jeux Olympiques de Londres en 2012 ? Alors, je me souviens bien sûr de la cérémonie d'ouverture avec la reine d'Angleterre et James Bond. Je me souviens également des nombreuses médailles françaises en natation notamment, mais j'avoue n'avoir aucun souvenir concernant le dopage. C'est à peu près normal en fait. Seulement 9 athlètes ont été contrôlés positifs durant la compétition. C'est un nombre qui est relativement faible. Sauf que la vérité arrive un peu plus tard, en 2022. 73 violations aux règles antidopage ont été constatées après de nouvelles analyses sur plus de 2700 échantillons. Le bilan est dramatique. 31 médailles ont été retirées, 46 réattribuées sur plus de 900. C'est quand même beaucoup. Certes, ces Jeux ont été frappés de plein fouet par le scandale du dopage étatique de la Russie, mais le constat est amer quand même pour les organisateurs et pour les agences antidopage. C'est le genre de scandale que Paris sévit très bien. Et donc, comment les organisateurs de Paris 2024 comptent s'y prendre ? Le comité d'organisation et la communauté antidopage mondiale peaufinent depuis plusieurs années déjà leur arsenal. L'idée, c'est d'attraper tous les tricheurs avant le 26 juillet et l'ouverture, pas pendant ou après les Jeux. Alors pour ça, il y a un large contrôle des athlètes pouvant participer aux JO qui s'est mis en place, avec un pool, qui est un groupe potentiel de 100 000 sportifs qui a été établi 1 an avant l'événement et qui se resserre progressivement. Et sur quels critères sont choisis ces sportifs surveillés ? Alors selon plusieurs critères, d'abord en fonction des sports, la lutte ou l'haltérophilie étant plus à risque, tu t'en doutes, que le tir à l'arc ou le tennis de table. En fonction des nationalités aussi. Certains États qui ont un fort historique avec le dopage, comme la Russie, la Biélorussie ou l'Ukraine par exemple, il y a une surveillance plus accrue aussi des pays en guerre où les contrôles antidopage inopinés sont plus compliqués. Et est-ce qu'on teste les athlètes à tous les niveaux ? On privilégie quand même ceux qui ont une vraie chance de médaille. Donc les athlètes qui sont assez hauts dans le classement, les très médaillables. Parce qu'un athlète qui est bon mais moyen dans le classement restera moyen même si il a recours au dopage. Il faut vraiment être très fort déjà de base pour passer de deuxième à premier, par exemple. C'est là que ça se joue. On se retrouve avec aujourd'hui environ 10 000 athlètes, du coup, qui sont à l'heure actuelle considérés comme à risque par les autorités antidopage. Ça veut dire qu'on ne surveille pas les autres athlètes ? Ah si. En fait, tous seront contrôlés 3 fois en 3 semaines avant les Jeux de Paris. L'idée, c'est que s'il y a un seul contrôle positif, on ne peut pas concourir. Pour cela, le régime est assez strict. Ils doivent être localisables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la tâche est immense. Il faudra effectuer sur l'été 2024 près de 6 000 tests pour les seuls JO, soit près de la moitié de ce que réalise habituellement la France sur une année. Pour faire tout ça, Johan, j'imagine qu'il y a besoin de beaucoup de monde. Oui, effectivement, près de 300 officiels de contrôle vont être progressivement formés par l'Agence française de lutte contre le dopage, qui agira sous l'égide de l'ITA, l'International Testing Agency. Condition sine qua non pour en faire partie, si ça vous tente, exercer une profession médicale ou paramédicale, ou être officier de police judiciaire et parler anglais correctement. À cela, il faudra ajouter 600 chaperons
qui feront partie des bénévoles et qui seront chargés d'assister les contrôleurs lors de ces différents tests. Il faudra aussi installer du matériel. Il y a de nombreuses stations de prélèvement qui vont être mises en place, les flacons, les miroirs pour regarder les athlètes lorsqu'ils font leurs besoins. Puis Paris 2024 travaille aussi sur le volet dopage génétique, dont on a parlé au début de cet épisode, même si c'est pas très répandu. Qu'est-ce qui a été mis en place pour ce sujet spécifique ? Bien, dans le cadre de la loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques, le Parlement a autorisé le laboratoire antidopage français, qui est basé à l'université Paris-Saclay, à procéder à des analyses génétiques en cas de besoin. En gros, s'il y a des doutes après des tests sanguins ou urinaires classiques, ça permet de recourir à des examens génétiques, par exemple avec des tests PCR comme on les connaît aujourd'hui. Yoann, les experts que tu as interrogés, est-ce qu'ils sont optimistes concernant la surveillance du dopage pour ces JO à Paris ? En fait, la question qui se pose, c'est plutôt quel point de vue vont privilégier les organisateurs. Est-ce que s'il n'y a aucun ou très peu de cas positifs, c'est une bonne chose ? Ou est-ce que ça veut dire au contraire qu'il y a des trous dans la raquette ? À l'inverse, est-ce qu'on préfère voir beaucoup de tests positifs ? Parce que c'est terrible en termes d'image pour Paris 2024, mais ça veut dire que la lutte antidopage fonctionne et que les tricheurs sont sanctionnés, même si ça arrive bien tard, ça arrivera pendant les Jeux. Donc on verra bien cet été, il n'y a pas vraiment de vérité, on verra bien comment ça va se passer. Le dopage, une nouvelle épreuve sur la liste des organisateurs de Paris 2024. Merci beaucoup Yoann pour tes explications. Merci, à bientôt. Yoann Blavigna, rédacteur en chef adjoint à l'Express. Pour suivre toute l'actualité des JO, vous pouvez, chers auditeurs, vous abonner à notre newsletter dédiée. Pour ça, rendez-vous sur notre site l'express.fr. Et La Loupe va bien sûr continuer de s'intéresser de très près à l'événement de l'été. Alors pour ne rater aucun épisode consacré aux Jeux Olympiques et Paralympiques, pensez à nous suivre sur votre plateforme de podcast, par exemple Deezer, Spotify ou Castbox. Cet épisode a été réalisé par Sébastien Salis. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.